Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce vendredi 18 juillet, juste après les titres. Tentative d'intimidation, coup de poignard dans le dos. Quelle raison se cache derrière la décision unilatérale de l'Union européenne d'aller vers un arbitrage contre l'Algérie? Et quel rôle aurait joué la France dans cette affaire? Dossier et éclairage dans ce dossier avec nos invités. 4 mois s'écoulent depuis la reprise du génocide sioniste à Gaza. Au moins 35 martyrs signalés au 651e jour de l'agression. La résistance déclare ce soir suivre de près le processus de négociation et lève le voile sur les entraves de l'occupation. Nouveau bombardement sioniste visant des membres de tribus syriennes près de Palmyre alors que le groupe A3+, condamne les attaques contre Damas au Conseil de sécurité. L'Union européenne brandit de nouveau la carte des sanctions économiques contre Moscou. Bruxelles annonce un 18e paquet visant l'industrie pétrolière russe. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de l'actualité, le président algérien Abdelmejid Tebboune a tenu une rencontre périodique avec des représentants des médias nationaux. Ce rendez-vous régulier avec la presse s'inscrit dans le cadre de la politique de communication présidentielle visant à informer le public sur les développements et les orientations du pays. L'entretien sera diffusé ce soir à partir de 21h30 sur l'ensemble des chaînes de télévision ainsi que sur les stations de radio nationales. L'Algérie a exprimé hier sa surprise quant au lancement par l'Union européenne d'une procédure d'arbitrage au lendemain de cette décision jugée hâtive et unilatérale par Alger. Plusieurs questions quant aux motivations réelles de Bruxelles restent en suspens. S'agit-il d'une énième tentative d'intimidation ou d'un coup de poignard dans le dos? L'Union européenne est contre toute attente choisit la voie de la procédure arbitrale contre l'Algérie alors que les deux partenaires sont en consultation devant déjà aboutir au règlement des 6 des 8 contentieux soulevés par la partie européenne. Une décision hâtive et unilatérale clame Alger dans une lettre adressée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, en demandant la convocation dans les délais les plus rapprochés possibles d'une session du Conseil d'association afin de permettre un examen global équilibré de l'ensemble des préoccupations des deux parties. Attaf a souligné que rien dans l'évolution des consultations constructives et sereines ne justifiait une interruption aussi abrupte du dialogue, d'autant que la partie algérienne avait présenté des propositions concrètes sur les deux autres points de divergence sans que celle-ci n'ait reçu une réponse formelle de la part de son homologue européenne. D'emblée, plusieurs questions se posent. Dans un communiqué du 16 juin 2025, la Commission européenne prétend vouloir établir les droits des exportateurs de l'Union européenne et des entreprises de l'Union européenne opérant en Algérie. Mais quelques lignes plus loin, nous avons droit à une explication de texte on ne peut plus explicite. Par ailleurs, l'Union européenne est préoccupée par les obstacles supplémentaires mis en place par l'Algérie visant spécifiquement les exportateurs et les entreprises françaises. Serait-ce donc le nœud gordien de cette affaire? Paris aurait-elle accordé un blanc-seing à Bruxelles pour tenter de sauver ces entreprises agonisantes en Algérie? Une tentative désespérée de forcer la main d'Alger en ce qui concerne le dossier de sa souveraineté économique à laquelle Alger tient tout particulièrement. Malgré toutes les preuves de bonne foi dont Alger peut se targuer, l'Europe choisit la pente glissante au détriment de la concertation et du dialogue constructif. D'autant plus que les manœuvres de Bruxelles ne se limitent pas à cette procédure. Le placement injustifié de l'Algérie dans la liste noire du GAFI, alors que la Chambre basse du Parlement vient d'adopter un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent, dénote un double discours de la part de l'Union européenne quant aux intentions réelles allant jusqu'à vouloir torpiller potentiellement la révision actée de l'accord d'association qui lie les deux parties depuis 2002 sur invitation d'Alger.
car manquant d'équilibre, cet accord devient inadapté aux atouts et aux aspirations économiques de l'Algérie et ne peut donc répondre de manière équitable aux ambitions des entreprises algériennes, notamment en matière d'exportation hors hydrocarbures. Allez, pour un éclairage sur les zones d'ombre de cette affaire, nous rejoint en direct depuis Marseille Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Nazim Sini, bonsoir. Comment expliquer ce revirement soudain de la part de Bruxelles et quelles seraient les raisons qui se cacheraient derrière cette décision hâtive et unilatérale ? Écoutez, vous l'avez parfaitement dit, c'est que les entreprises européennes sont à l'agonie. On voit que l'industrie européenne recule et surtout les parts de marché des entreprises européennes en Algérie sont en train de reculer au profit d'entreprises chinoises, d'entreprises turques. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez les entreprises italiennes qui gagnent des parts de marché en Algérie. On voit le retour également des entreprises espagnoles, mais au détriment justement des entreprises françaises. Et c'est là où vous voyez qu'en fait, il y a un jeu de dupes, puisque cette pression qui est mise sur Alger est surtout portée par la France. Et il n'y a pas de consensus réel au niveau de l'Union européenne, bien au contraire. Je pense que nous étions sur la bonne voie pour entamer une renégociation de cet accord d'association. Et puis, je trouve ça, pardonnez-moi, mais totalement hypocrite de la part de l'Union européenne de reprocher à l'Algérie ce qu'elle-même est en train de faire, savoir retrouver sa souveraineté industrielle, sa souveraineté économique et mettre en place des mécanismes de protection de son tissu économique. Et puis, regardez, observez la réaction de l'Union européenne. En fait, elle n'émet pas autant de férocité, d'agressivité quand il s'agit, par exemple, des Américains qui mettent, eux, en place des droits de douane contre l'Union européenne. Voilà. Et merci alors de le préciser, dès qu'il s'agit... Voilà, et dès qu'il s'agit de l'Algérie, tout de suite, ça monte au créneau et on va vers la voie de l'arbitrage qui est une voie, j'allais dire, dommage et dommageable pour les relations entre l'Union européenne et l'Algérie, qui était sur la voie, je le rappelle, de la négociation. Exactement. C'est pour ça qu'en cela, je partage votre avis, c'est une véritable surprise parce que c'est comme si on avait interrompu un processus de négociation sans avertir la partie adverse. Nazim Sini, l'Union européenne déclare dans un communiqué qu'elle s'efforce de rétablir les droits des exportateurs de l'UE et des entreprises de l'UE opérant en Algérie qui sont affectées ou qui seraient affectées négativement par les restrictions. Or, les chiffres, Nazim Sini, montrent tout le contraire. Selon l'Office national des statistiques, l'excédent commercial algérien a chuté de 84,8% en 2024 au profit de l'Union européenne. Bien sûr, les importations françaises en provenance d'Algérie ont quant à elles reculé de 11,2% en 2024 selon la Direction générale du Trésor français. Comment expliquer alors cette contradiction ? Mais écoutez, en fait, les chiffres ne mentent pas. Vous voyez que là, il y a une tentative de manipulation de l'opinion publique de la part de l'Union européenne. Faisons croire que les entreprises européennes n'ont pas les mêmes droits que les entreprises étrangères en Algérie ou que leurs droits seraient bafoués. Ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier, toutes les entreprises européennes en Algérie arrivent à rapatrier leurs dividendes, continuent à faire du commerce avec notre pays. Mais effectivement, nous sommes un marché libre et un marché ouvert. Et donc, si ces entreprises-là perdent des parts de marché au profit d'autres entreprises d'autres nationalités, c'est à elles de se remettre en question et non pas à l'Algérie. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut dire de manière très ferme. Et puis la seconde chose, c'est que je pense qu'il y a d'autres, on va dire, griefs d'ordre politico-diplomatique qui sont reprochés à l'Algérie, mais sous couvert de cet accord d'association et cette histoire de faire recouvrir le droit des entreprises européennes. Vous savez, il faut aussi dire à l'Union européenne que l'Algérie défend elle aussi ses intérêts et que il n'est pas dans son intérêt justement de rompre les relations avec l'Union européenne qui reste le deuxième partenaire commercial après la Chine, bien entendu. Merci Nazim Sini pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Merci à vous. Allez, c'est le moment d'ouvrir le dossier palestinien. 4 mois se sont écoulés depuis que l'entité sioniste a repris son agression génocidaire sur la bande de Gaza, faisant au moins 35 martyrs durant la journée d'aujourd'hui. Il s'agit du 651e jour depuis le début du génocide le 7 octobre 2023, avec un bilan global atteignant les 58 667 martyrs et 139 974 blessés.
Les bombardements incessants de l'armée d'occupation sur la bande de Gaza ont commencé très tôt ce vendredi. Au moins 5 Palestiniens ont été tués, plusieurs autres ont été blessés dans la région de Jabalia Nezla, au nord de la bande de Gaza. 9 autres sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessés vendredi par les tirs de l'armée d'occupation sioniste à proximité d'un centre de distribution d'aide au nord de la ville de Rafah, tandis que 6 membres de la famille Abou Sahloul sont tombés à Khan Younes. Et le porte-parole des brigades Al-Qassam, Abou Ubaïda, a déclaré vendredi dans une longue allocution le soutien total de la résistance palestinienne aux efforts de négociation devant achoper sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec retrait total des forces sionistes et un accès sans entrave à l'aide humanitaire. La Slovénie a déclaré jeudi 2 ministres du gouvernement sioniste, à savoir Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, persona non grata. Il s'agit du premier pays de l'Union européenne à le faire, selon la ministre des Affaires étrangères Tanja Fajon. Le gouvernement slovène les accuse d'avoir été à l'origine de déclarations génocidaires et d'avoir incité à la violence contre les Palestiniens. Fajon a par ailleurs déclaré que la Slovénie avait décidé de prendre cette décision après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne se soient pas mis d'accord sur une position commune contre l'entité sioniste suite aux accusations de violation des droits de l'homme lors d'une réunion à Bruxelles tenue mardi dernier. Dans la région du Moyen-Orient, toujours, l'entité sioniste a de nouveau bombardé le territoire syrien ce vendredi. Selon des sources locales, des raids aériens de l'armée d'occupation ont ciblé des membres des tribus sur l'axe routier entre Palmyre et Homs. Et c'est à la demande de l'Algérie que le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion d'urgence consacrée aux derniers développements tragiques en Syrie, marqués par de nouvelles attaques sionistes, notamment contre Damas. Le groupe A3+, qui réunit l'Algérie, le Sierra Leone, la Somalie et le Guyana, a condamné mercredi l'agression visant plusieurs zones du pays qui constitue une violation flagrante du droit international, avertissant qu'une déstabilisation continue pourrait exacerber les développements dans le Moyen-Orient déjà fragile. Et s'adressant au Conseil de sécurité des Nations Unies hier, le sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Khaled Triari, a fermement condamné les récentes frappes aériennes sionistes sur Damas en insistant sur le fait que l'entité sioniste a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Je réitère la condamnation sans équivoque par le secrétaire général de toute violence contre les civils, y compris tous les actes qui attisent les tensions sectaires et privent le peuple syrien de sa chance de paix et de réconciliation après 14 années de conflit brutal. L'actualité africaine avec le monde qui célèbre en ce 18 juillet, la journée internationale consacrée à l'une des plus importantes figures de la lutte contre l'apartheid et l'oppression. Il s'agit de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, un modèle, une boussole dont l'héritage transcende aujourd'hui les simples frontières de l'Afrique du Sud et du continent africain pour se refléter partout où la main de la domination des peuples libres fait des ravages. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ces mots tirés du poème Invictus de William Ernest Henley ont longtemps résonné dans l'esprit de Nelson Mandela, notamment durant ses 27 années passées derrière les barreaux de Robben Island. Pourtant, entre ces 4 murs, Madiba n'a jamais abdiqué, son corps était prisonnier, mais son esprit est resté libre, inébranlable. Mandela n'était pas seulement un leader politique, il était la conscience éveillée de l'Afrique du Sud, celle d'un peuple privé de ses droits fondamentaux, qu'il soit Xhosa, Zoulou ou issu d'autres groupes. Les Sud-Africains noirs partageaient une même aspiration, vivre libres et égaux sur la terre de leurs aïeux. Mandela et ses compagnons de lutte contre l'apartheid ont porté ce rêve au prix de leur propre destin.
Mais l'histoire de Madiba ne s'écrit pas sans évoquer l'Algérie, ce pays qu'il considérait comme sa seconde patrie. L'Algérie a fait de moi un homme, disait-il. Algeria is my country. En effet, c'est dans les camps du FLN qu'il a reçu sa première formation militaire. C'est là qu'il a trouvé une fraternité sans condition dans la lutte contre le colonialisme. Ce soutien indéfectible a marqué à jamais son engagement panafricain. Mandela n'a jamais limité son combat à ses frontières. Pour lui, aucune liberté n'est complète tant qu'un peuple reste opprimé. Il a affirmé clairement « Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens ». Un message fort, universel, qui s'inscrit dans l'histoire déséquilibrée des relations internationales. Aujourd'hui, l'héritage de Madiba perdure, même si parfois réduit à une figure consensuelle, intégrée dans une culture mainstream au service de la domination du Nord sur le Sud. Cela dit, dans un contexte où les rapports de force mondiaux évoluent, l'héritage de Madiba devient la voix d'une grande partie de l'humanité. Par son engagement et son dévouement, cette voix crie « Free Palestine » exige la libération de Georges Ibrahim Abdellah après plus de 40 ans dans les geôles de la France. Ce 18 juillet, journée internationale, Nelson Mandela est plus qu'un hommage. C'est un moment où l'humanité se dresse contre les dominations pour rester maître de son destin, capitaine de son âme. Ouvrant à présent le dossier ukrainien, l'Union européenne a adopté vendredi un 18e paquet de sanctions contre la Russie. C'est ce qu'a affirmé un diplomate à Bruxelles à l'issue d'une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne. Le dispositif comprend un abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. De son côté, Moscou, qui qualifie ces sanctions d'illégales, dit avoir développer une certaine immunité face à ces mesures occidentales et s'y est adapté. Et au moment où l'Europe brandit de nouveau la carte des sanctions, Moscou et Kiev sont d'accord sur la nécessité d'intensifier les négociations de paix, même si celles-ci sont au point mort depuis quelques semaines, après des cycles d'échanges de prisonniers. Le Kremlin et Kiev sur la même longueur d'onde concernant les négociations de paix, alors que le conflit perdure. Zelensky a en effet déclaré sur le réseau social X qu'il fallait intensifier les négociations. La mise en œuvre des accords issus de la deuxième réunion d'Istanbul est en cours et ce processus doit être dynamisé selon le président ukrainien. Le Kremlin a déclaré vendredi qu'il était d'accord avec la déclaration de Zelensky et qu'il fallait donner plus d'élan pour parler de paix entre les parties belligérantes. C'est un signal positif. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous soutenons également l'idée que le processus de négociation prenne de l'ampleur. C'est l'une des rares fois où le Kremlin et la présidence ukrainienne affirment être sur la même position, alors que Moscou s'est dit frontalement opposé à l'ultimatum énoncé par Washington concernant un accord de cessez-le-feu qui tarde à venir selon la Maison-Blanche. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que les ultimatums, le chantage et les menaces sont inacceptables pour nous. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger les intérêts de notre pays. 2 cycles de négociations entre l'Ukraine et la Russie en Turquie ont déjà abouti à un accord sur l'échange de prisonniers et de dépouilles de soldats. Cependant, aucune date n'a encore été fixée pour un nouveau cycle de négociations et les deux parties restent très éloignées sur les termes d'un éventuel cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité, les feux de forêt continuent de ravager la faune et la flore dans le sud de la France. Les pompiers ont lutté contre un incendie qui s'est propagé sur 250 hectares ce vendredi matin. Il n'était pas moins d'1 millier déployés dans les forêts autour de la région de Martigues. L'incendie qui a également forcé l'évacuation de 150 personnes de leur maison. Allez, retour en Algérie. La 7e édition du Festival international Algérie s'est ouverte jeudi soir à Alger avec les prestations d'une dizaine d'humoristes du stand-up comique algérien étranger devant un public ravi. Pour la soirée d'ouverture et au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi qui prendra
le relais en accueillant les 2 dernières soirées. Cette 7e édition a été placée sous le signe de DZ Spirit. Le public venu nombreux à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh a beaucoup interagi avec la dizaine d'humoristes au programme de ce gala inaugural qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet courant. C'est la grosse particularité, c'est que c'est à l'Opéra d'Alger, donc c'est un lieu mythique. C'est un lieu où beaucoup de personnes voudraient se produire. Tout est beau ici, c'est grandiose, la clientèle est magnifique, on fait en plus complet, donc on est super fiers pour ça. Et bien évidemment, c'était un des objectifs dans cette ascension qui est la nôtre maintenant avec les organisateurs de ce festival, de pouvoir proposer au public algérien non seulement un très bon contenu, mais en plus dans des lieux prestigieux comme celui-là. Un mot de football avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'Algérie est à J-1 de disputer un quart de finale historique contre le Ghana. Les protégés du sélectionneur Farid Benstiti poursuivent leur préparation. Elles seront néanmoins amputées des services de Naïma Bouhani, toujours blessé, officiellement forfait jusqu'à la fin du tournoi. Farid Benstiti qui s'est exprimé en exclusivité sur Al24 News, contacté par notre journaliste Faisal Salah. On est dans une dynamique où on s'est dit que on vient pas à la CAN pour faire figuration, bien au contraire. Donc on a travaillé dans ce sens et on avait une première étape qui était celle de sortir des poules, peu importe les résultats, hein, mais bon, il s'est trouvé qu'on fait un bon résultat contre le Botswana et bon après un petit peu décevant contre la Tunisie parce qu'on aurait dû certainement marquer ses buts, mais après on fait aussi un bon résultat contre le Nigeria et on est resté sur véritablement un objectif qui était de faire le nul ou d'aller chercher la victoire, donc ça s'est bien passé aussi, hein, puisque l'équipe a été très solide. Maintenant c'est une configuration complètement différente puisque ce sont des matchs secs. Et vous avez raison, moi j'ai pas pour habitude de me satisfaire du fait qu'on est déjà en quart de finale. J'aimerais que mes joueuses soient plus ambitieuses, voilà. Et après au Ghana qui fait fils favori, c'est au Ghana de nous montrer qu'il est plus fort que nous. Toujours interrogé par Faisal Salah, Benstiti s'est également projeté sur ce quart de finale historique. Donc les joueuses savent qu'aujourd'hui on a franchi un palier, celui de se dire qu'on est une équipe qui est capable de jouer sur différentes organisations, sur différents blocs, sur différentes zones, que ce soit défensive ou offensive. Et donc mes joueurs ont très bien compris depuis le début de projet sportif. Donc voilà, en espérant que contre le Ghana, ça va fonctionner, puisqu'on est obligé de jouer d'une façon aussi différente, puisque c'est une équipe très très agressive. Et donc, il va falloir qu'on élève encore un peu plus notre niveau d'agressivité tout en maintenant notre niveau de jeu. C'est ça qui est le plus difficile. Surtout, on est en quart de finale. Donc, on n'a pas d'excuses. On n'a pas on ne doit pas chercher à se cacher derrière tel ou tel événement ou telle et telle condition. Je crois que nous, on est sur un quart de finale extraordinaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas le louper et il ne faut pas se louper. Peu importe le résultat. Il faut le jouer à fond, chaleur ou pas chaleur. Bonne chance donc à Farid Benstiti et ses protégés. C'est la fin de ce journal. La suite avec l'échiquier international présenté par Leila Gertal. Excellente soirée à tous.